Je m'appelle Aïcha, j'ai 22 ans et je suis auto-entrepreneur. J'ai été assignée à résidence en 2016 pendant une période de 6 mois pour des faits liés, comme ils l'appellent, au terrorisme, à la propagande de l'État islamique. Et ça a commencé comment pour toi? Ça vient d'où à ton avis? Ça a commencé parce que j'ai commencé à parler sur Facebook, à créer un Facebook, à parler un peu plus, à m'exprimer, dire ce que je pensais. Je pense que ça n'a pas plu, certainement. Et donc du coup, un jour, au mois de mai, j'ai été convoquée à la DGSI. Je ne suis pas y allée puisque en fait, ils m'ont menacé directement de m'arracher mon voile, de violence et tout ça. Donc j'ai préféré partir. Ensuite, pendant un mois, j'étais recherchée. Donc c'est comme ça que la BRI, le 1er juin, je crois, il me semble, c'était le 1er juin, le premier jour du Ramadan. J'ai donc été en garde à vue pour détention d'armes alors que je détiens aucune arme. Et donc, puisqu'il n'avait pas assez de preuves tangibles pour m'inculper de ceci, donc, du coup, je suis repartie au bout de 9 heures. Je suis rentrée chez moi et une semaine plus tard, donc moi le lundi j'étais en garde à vue et le samedi ils sont revenus me chercher pour que j'aille au commissariat à Bru, pas loin de chez moi, à la gendarmerie. Et donc j'ai appris là-bas que j'étais assignée à résidence, que je devais pointer 3 fois par jour, jour férié compris, tous les jours. Et avec un périmètre de sécurité que je ne peux pas dépasser, donc je ne peux pas sortir de la commune de Bru. Mon assignation se fonde sur 8 faits. La première, parce que je porte le voile intégral et que j'ai été verbalisée à plusieurs reprises. Il y a aussi un fait qui est stipulé sur mon assignation à résidence, qu'apparemment j'ai eu un contrôle de police et que j'aurais stipulé vouloir partir de ce pays de mécréants pour rejoindre le califat, donc en Syrie, chose que je n'ai pas dite. Donc ça c'est stipulé dans mon assignation à résidence. Ensuite, j'ai aussi dit sur Facebook que je n'étais pas à Charlie pour des raisons que je n'acceptais pas leur journal, parce que ça suscitait le racisme et tout ça, et la division. Et que j'étais pas non plus d'accord avec les attentats qui s'étaient passés auparavant. Donc je suis ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas Charlie, j'ai une personnalité, je suis Aïcha. Je défendais mon avis politique, mon envie de liberté, de soif de liberté, de changement d'un monde meilleur. Quand j'étais assignée à résidence, donc je devais en fait pointer au commissariat à Rennes lorsque j'étais interdite d'aller sur Rennes. Donc je pointais au commissariat et c'est vrai que là-bas c'était toutes sortes d'insultes. C'était moche, va te cacher, t'es nul. J'avais été insultée par une quinzaine de policiers qui sortaient du commissariat. Donc de ces choses-là, il y a Jésus-Christ qui est revenu, toutes sortes d'humiliations. Et aussi des fois, puisqu'il y avait des manifestations à cette époque-là à côté du commissariat, donc au centre-ville à Rennes, ils fermaient les portes du commissariat. Du coup, les policiers me faisaient rentrer par la porte de derrière du commissariat, donc c'est les gens qui rentrent en garde à vue par cette porte-là. Et donc là-bas, souvent, puisqu'on était moins vus que devant, un jour, ça s'est passé à 2 reprises, donc du coup je me suis présentée derrière puisque les portes de devant étaient fermées. Des policières sont arrivées, aussi des policiers, et aussi une personne de la DGSI, un monsieur, qui était là, et ils ont commencé à dire que je portais une bombe sur moi, qu'ils avaient peur de perdre leur vie. J'ai vu un des policiers sortir son arme et me la mettre comme ça devant moi. Donc ils étaient prêts à tirer. Ma mère est sortie en courant de sa voiture. Et grâce à elle, certainement, je n'ai pas eu plus mal que ça, quoi. Moi j'ai été, parce que de base, je ne devais pas sortir de Bru. Donc j'avais fait une requête pour pouvoir pointer au commissariat à Bru, parce que je ne pouvais pas sortir et que je risquais aussi des années de prison, quoi. Donc du coup j'ai pointé au commissariat à Rennes pendant 3 mois en fait. Ça c'était la première. Après j'ai un renouvellement et ça je l'ai fait ensuite à Bru. Donc pendant 3 mois, oui, 3 mois d'insultes, 3 fois par jour. Aussi je me faisais
palper devant le commissariat. Je ne pouvais pas rentrer dans le commissariat, en fait c'était interdit pour moi. Par contre les autres personnes assignées à résidence pouvaient rentrer dans le commissariat sans se faire fouiller, alors que apparemment de ce qu'on voit, sont bien partis ces gens-là en Syrie. Moi, je ne suis pas partie en Syrie, j'ai simplement des idées religieuses, je défends mes idéaux et ma liberté. Et pourtant j'ai été vraiment, par rapport aux autres, j'étais comme le vilain petit canard de la société. Donc du coup oui, tous les jours, 3 fois par jour, insultes. Je ne pouvais pas rentrer au commissariat et toujours je me faisais fouiller. Il y avait même des gens qui me prenaient en vidéo dehors comme si en fait, c'était un sentiment d'être en fait un animal. Pourquoi tu as l'impression que, au-delà du fait de porter le voile, cette assignation a encore renforcé cette exclusion ou cette violence-là que tu vivais au quotidien? Ma pensée religieuse. Ma pensée religieuse, simplement ça. Juste le fait de vouloir me soumettre qu'à une seule loi, donc c'est-à-dire la loi de Dieu, et ne plus me soumettre à un système répressif. Je veux dire, maintenant quand je sors dehors, c'est je vis ma vie et je fais ce que je veux moi, et je veux être ce que je veux moi. Et toutes ces idées-là, en fait, ne leur conviennent pas, quoi. Donc pour eux, ils ont peur que je fasse une atteinte, que je suis une atteinte, hein, c'est marqué à l'ordre public et à la sécurité publique, du fait que j'ai ces pensées-là. Toi, tu penses sincèrement qu'ils te voient comme un danger? Parce qu'ils parlent de bombes, ils parlent de danger physique, mais tu penses vraiment c'est ça, ou tu penses que ce dont ils ont peur, c'est les idées que tu véhicules? Non, c'est les idées que je véhicule, les idées. Parce qu'ils le savent très bien, en 5 ans, ils le savent très bien que je ne vais pas poser de bombes, que je ne suis pas méchante, que même quand on m'insulte, je ne réponds pas, je suis vraiment dans la miséricorde tout le temps. Mais c'est simplement en fait ce qui continue, même après l'assignation résidence, ça continue toujours. J'ai toujours des filatures, des choses comme ça, des petits harcèlements. Mais je pense simplement que c'est les idéaux, oui, que je véhicule, et puis ce que j'ai dans ma tête, ma pensée religieuse, vouloir former un monde meilleur avec tout le monde, et puis construire un avenir meilleur. Et ça, c'est un choix que tu as fait dans ta vie depuis longtemps, depuis toujours, depuis quand tu portes le voile? Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a eu une étape, c'est quelque chose de nouveau dans ta vie, ou est-ce que tu l'as toujours porté Alors quand j'étais plus jeune, vers l'âge de 15-16 ans, je portais un petit foulard parce que il y avait l'école et les stages, donc je ne pouvais pas faire grand-chose. J'ai attendu mes 17 ans, j'ai commencé à porter le djilbab. C'est ça qui m'a plu, c'est cette couleur noire. Pour moi, ça représente un petit peu la pureté, la chasteté, le fait... j'y voyais une lumière, quoi, dans cet habit. Et du coup, ensuite, en fait, moi, mon but recherché en me voilant, c'est de ne pas susciter le désir aux hommes et de ne pas me faire draguer. Et donc, pouvoir marcher encore plus librement qu'avant et vraiment me reconnaître moi et par moi-même, quoi. Je veux dire, je n'avais pas envie d'être reconnaissante envers les hommes alors que je ne les connais pas et que je ne me voulais pas. Et donc du coup avec le djilbab ça n'arrangeait rien. J'ai vu qu'encore une fois je me faisais toujours draguer, donc alors j'ai décidé de porter le niqab. Et depuis ce jour-là j'ai trouvé complètement ma stabilité en fait dans cet habit. Je suis bien, je suis moi-même, en fait je suis devenue moi-même en fait. Avant, je vais sortir, je sortais, je me maquillais parce que j'avais peur qu'un homme me voie ou qu'on me dise que je suis moche ou haute ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, je sors librement, je sors moi-même et les gens ne me regardent plus. Puis même niveau physique, je n'ai plus de personnes qui viennent me parler. Ils ne viennent pas me parler pour mon physique, en fait, ils viennent me parler maintenant pour ce que j'ai dans la tête. Et tu as l'impression que l'assignation... brutalement, l'assignation, qu'est-ce qu'elle a changé dans ton existence? Est-ce qu'elle a changé quelque chose? Ça change fondamentalement les choses? Est-ce qu'après l'assignation, quand elle se termine, il reste des stigmates? Qu'est-ce que ça fait? Oui, ça m'a changé. Ça m'a déjà confirmé ce que je pensais avant de la politique actuelle. Toutes ces répressions qu'on vit. Donc ça, déjà, ça m'a confirmé tout ça. Et oui, ça a changé quelque chose parce que, moi, je suis française. C'est vrai qu'avant, que ce soit la police ou l'administration, quand j'étais jeune, jamais j'aurais pensé
qu'elle me ferait ça, parce que j'avais pleine confiance en elle. Et puis c'est vrai que après, à un moment donné, quand je me suis convertie, déjà j'ai vu les visages se découvrir petit à petit jusqu'à l'assignation à résidence, qui m'a fait moi-même comprendre en fait que qu'on vit dans un monde complètement divisé, et tout ça par la faute de la politique d'en haut, parce que nous ne sommes que l'éponge qui imbibe l'eau de ce qui coule en haut, quoi. Donc nous sommes que le miroir, quoi. Nous sommes le reflet, quoi, de la politique. Et donc tout ça en fait, ça m'a fait comprendre que je voulais pas ce monde, que je ne voulais pas cette politique, et que maintenant ma vie, je vais faire ma vie. Et peu importe les stigmates qui me tombent dessus, les amendes ou autres, je vais continuer sur le chemin où je suis. Et pour moi, je veux suivre le chemin de droiture, et surtout vivre dans un monde meilleur, pouvoir rassembler les gens, peu importe leurs origines, leur ethnie, leur religion. Moi, j'accepte tout le monde, et vraiment tout le monde. Et tout ça, ça m'a fait comprendre qu'il y en a beaucoup dans la politique qui aimeraient peut-être même nous voir diviser en fait, hein, parce que celui qui divise règne mieux. Et ouais, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, quoi, sur cette politique. Et tu as l'impression que leur répression, justement, leur répression, pour toi, elle t'a rendue plus prudente? C'est-à-dire qu'elle t'a rendue plus prudente? Est-ce qu'elle t'a fait peur? Ou est-ce que tu as l'impression au contraire que ça a renforcé tes convictions? Quel effet ça a eu dans la suite de ta vie sur tes idées, le fait d'être assigné, d'être pointé du doigt comme un problème? Alors oui, ça m'a confirmé mes convictions, ça c'est sûr, à 100%, encore plus qu'avant. Pour les 30 €, s'il vous plaît. Et oui, après ce qui se passe aujourd'hui, même après l'assignation, c'est vrai que je sors plus tranquillement comme je sortais avant. Maintenant, c'est vrai que je regarde un peu partout, puisque j'ai toujours des filatures, même après. Je regarde quand même, c'est plus fort que moi, quoi. Je regarde un peu partout, je suis presque peut-être devenue paranoïaque, mais pas à ce point non plus. Je sais ce que je vois, donc je sais ce que je dis, mais ouais, cette peur maintenant de sortir, de peut-être demain que la DGSI m'enlève, je sais pas, me mettre dans un lieu de torturation. Oui, parce que j'ai bien vu leur vrai visage en fait, c'est pas du visage humain que j'ai vu. J'ai pas vu ça. Quand je vois dans leur commissariat que c'est marqué non à la violence faite aux femmes, verbalement ou physiquement, quand je vois qu'ils m'insultent comme si j'étais un chien, bien sûr, je me pose la question, je me dis de quoi ils sont capables en fait. De quoi ils sont capables. Et puis quand on me dit que c'est moi la terroriste, alors que j'ai pas d'armes et que c'est eux qui les ont en fait, et c'est eux qui m'embêtent, je dis c'est plutôt de ce côté-là ça ne va pas de ce côté-là, quoi. C'est plutôt eux les terroristes. Et en plus, j'ai l'impression que ce que tu disais tout à l'heure, après c'est pas la seule raison, mais que le fait de porter le voile, ça a été aussi une réponse à cette violence masculine qu'il y a dans cette société. Et que du coup, tu essayes de t'en préserver, et eux, ils te rappellent qu'elle existe en fait, qu'elle restera malgré tout, quoi. Ouais, c'est ça, mais aussi, ouais. On peut dire que quand on porte pas le voile intégral et qu'on est assigné à résidence, il y a une étape de répression qui change notre rapport aux autres. Mais peut-être toi, le fait d'avoir commencé à porter le voile, ça a été déjà un truc qui a modifié ton rapport avec ton entourage. Et là, est-ce que l'assignation, elle a apporté quelque chose de plus? Est-ce que ça a changé ton rapport aux autres ou ça reste pareil, quoi? Dans mon entourage, non. Mon père, ouais, on est moins proches qu'avant. Ça nous a vraiment divisé cette histoire déjà d'assignation, même de voile. Donc ça déjà, ça nous a séparés un petit peu, même si on reste toujours en contact. Ce n'est plus pareil qu'avant. Et avec ma mère, puisqu'elle sait ce que j'ai vécu, elle était obligée de venir avec moi des fois au pointage, parce que c'est vrai qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il allait nous arriver tel jour. Donc du coup, je venais toujours avec un témoin au commissariat pour pas avoir de problème. Et donc elle, en voyant ça, en fait, on s'est rapprochés toutes les deux, en fait. Encore plus qu'avant, en fait, ça nous a unis, quoi. Parce qu'elle a compris ce que je vivais, quoi. Elle a compris la douleur, les insultes, cet harcèlement, cette pression en fait, hein. Et puis je veux dire, quand je sortais pour aller pointer, faut pas oublier que puisque je porte le voile intégral, les bus me refusaient, donc j'étais obligée de prendre des taxis. Et oui, des fois j'arrivais, je prenais 2 bus en avance pour être sûre de ne pas arriver en retard en mon pointage.
Et bon, des fois c'est arrivé que je me fasse refuser, donc là j'appelle les taxis. Quand ils te choisissent toi, tu penses que c'est pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je pense qu'ils ont voulu me faire taire, que soit je reste chez moi ou tout simplement que j'enlève mon voile, que je me fasse oublier, que je revienne à ce même français d'une même identité, puisqu'ils ont, je pense, certainement des problèmes identitaires. Hein, ils veulent que tout le monde soit comme ça. Je pense qu'ils ont voulu me taire, oui. Je pense. Et ils ont un peu réussi aussi, hein, parce que bon, c'est vrai que je sors pas beaucoup de chez moi, du coup. Et c'est vrai, bon, quand je sors, si c'est pour me taper 150 € d'amende encore, c'est vrai que je préfère sortir pour quelque chose que sortir pour rien. Donc c'est vrai que pendant, par exemple, sur une semaine, je sors qu'une fois. Pour aller à la boulangerie à côté de chez moi, par exemple. Donc j'y vais pas très loin. Sur Rennes, en tout cas, j'y vais pas beaucoup. Parce que la dernière fois que j'y suis allée, par exemple, rejoindre une amie, donc j'étais en voiture avec ma mère et la BAC et d'autres personnes qui ne sont pas la BAC, donc je ne sais pas exactement qui ils sont, est-ce que c'était la DGSI ou autre, qui en fait nous ont serré notre voiture sans nous arrêter, hein, juste nous a serré notre voiture, nous faire peur. Jusqu'à très loin, hein, au moins sur un bon, des bons kilomètres quoi. Jusqu'à donc de Rennes jusqu'à Bruges, on m'a subi donc jusqu'au McDo, même quand je me suis arrêtée au McDo avec ma mère, donc dans le drive avec la voiture, ils sont sortis de leur voiture et ils ont suivi notre voiture en fait, ils ont montré qu'ils étaient là quoi, ils étaient devant la voiture comme ça en train de nous regarder quoi. Après on est là. Dans la manière dont tu défends tes idées et tes convictions religieuses, est-ce que du coup tu t'interdis de dire des choses que tu voudrais dire, sur internet ou dans des discussions publiques? Ouais, j'aimerais bien des fois faire des vidéos, dire ce que je pense, mais j'ai toujours cette appréhension, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Ouais, c'est ça en fait. Des fois je me tais parce que je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça se trouve demain ils vont venir me chercher en bas de chez moi. Je sais pas de quoi ces gens sont capables, mais j'ai vu qu'ils avaient un fond assez méchant, voire très méchant, et certainement capable de choses pires que ce qu'on pense, pires que la fiction. Donc c'est pour ça que je me tais sur des trucs que j'aimerais bien dire, alors que ça aurait été une liberté d'expression. Normalement je devrais pas être incriminée pour ça, mais pourtant j'ai quand même la peur de dire ce que je pense. Tu retirais le niqab pour aller pointer Oui, du coup obligée parce que du coup je mettais ma main devant, c'est le seul truc qui ne m'est pas encore interdit. J'ai encore le droit de mettre mes mains où je veux. Donc mais ouais, j'ai été obligée de faire ça pour pas avoir des amendes 3 fois par jour quoi. Tu parles de commentaires anti-occidentaux. C'est assez intéressant ça parce que anti-occidentaux, on peut se dire que toute personne qui critique l'impérialisme, par exemple, français ou américain, a des propos anti-occidentaux. Mais quand ça vient de toi, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils appellent des commentaires anti-occidentaux, puisque j'en ai jamais mis, pas que je sache en tout cas, parce que je ne suis pas contre les occidentaux. Peut-être le mode de fonctionnement, oui, pas le mode de vie, mais je vois pas de qu'est-ce qu'ils appellent. Et d'ailleurs, ils n'expliquent pas bien hein, sur l'assignation, il n'y a pas de détails, donc en fait c'est un petit peu vague tout ça. Donc je sais pas ce qu'ils appellent, hein, pareil pour des vidéos de propagande djihadiste, j'en ai jamais mis. Donc, Et ça, ils ont essayé d'apporter des preuves ou... Non, aucune preuve. Non. Toi, t'as contesté l'assignation ou pas? J'ai voulu contester, seulement j'ai eu un avocat qui m'a fait croire donc pendant une période de 4 mois qu'ils avaient fait un recours en justice pour demander mon assignation à résidence. Or, au bout de 4 mois, j'ai su que non, pas du tout. Donc du coup, ensuite, j'ai fait les démarches moi-même. Donc j'ai pas fait de recours en justice. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ce qu'on m'enlève un pointage au moins. Donc on m'a enlevé un pointage vers la fin de mon assignation à résidence. Voilà, c'est tout ce que... Donc tu n'as pas eu accès aux fameuses notes blanches? Non. Qui sont censées expliquer ce qu'on te reproche. Donc toi, en fait, ce que je comprends, c'est même pas tant le fait que tu portes le voile intégral, puisque ça, leur réponse, c'est les amendes. Ce qui les dérange, c'est le fait que tu défendes ta religion sur Internet. Oui, sur ça, oui, sur le fait que je défende ma religion et mes idéaux, oui, sur Internet, il y a ça. Mais après, en dehors, certainement avec le voile intégral aussi, parce que si c'est une défense,
c'est quand même un habit religieux, donc je me défends aussi. Je sais que c'est interdit, donc pour eux, ils le voient certainement comme une autre manière, donc moi je la vois. Donc, Tu penses que ton existence, pour eux, c'est une provocation? je sais pas, je me pose des questions en fait. Je sais pas exactement ce qu'ils me veulent en fait. Au fond, j'essaie de chercher, de trouver, de dire ah bah ça peut être ça, ça peut être ça. C'est vrai que tout ce concorde, ça pourrait être ça, mais je pense que derrière tout ça, il y a vraiment une haine. Mais cette haine, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi contre moi une jeune femme j'avais 20 ans à l'époque, une jeune femme de 20 ans, je me faisais insulter par des personnes qui en avaient 50, 40. J'aurais pu être leur fille, quoi. Tu te sens surveillée aujourd'hui, toi? Oui, toujours. Non, je me sens surveillée, et puis bon, c'est pas que des pensées, en fait, ça se vérifie, hein, on le voit. Comme un jour, je suis allée au centre-ville, j'ai voulu acheter une petite bombe lacrymogène en cas où je me faisais agresser. Ils sont venus directement dans l'armurerie, oui, directement, et ils m'ont posé des questions. Pourquoi tu prends pas ça, ou machin, pour savoir un petit peu ce que je pensais. Et donc quand je suis sortie de cette armurerie-là, ensuite le patron m'a appelé en disant qu'on lui avait demandé de m'interdire d'accès à l'armurerie. Et de toute façon quand je suis sortie aussi, hein, j'ai vu des personnes me prendre en vidéo, j'ai bien compris que c'était qui, quoi, avec des petites oreillettes. Est-ce que toi, il y a des choses qui te paraissent importantes de dire, des choses que j'aurais oubliées, des choses que tu voudrais dire par rapport à ce qui t'est arrivé? Non, à part que j'aimerais que demain le peuple il se réveille, qu'il se réveille de ce système répressif, qui se lève, qui se soulève, enfant, adulte, vieillard, peu importe, de toute religion, de tout, et puis que demain en fait on fait preuve d'intelligence, et puis qu'on puisse tous s'aimer, tous partager un plat sans se critiquer, sans s'insulter, sans voilà, je veux dire, on a tous un même but, on a tous un même but. C'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui parlent par rapport à leurs pensées, ah moi j'aimerais ça, donc il va accueillir qu'un pourcentage de personnes qui va penser comme lui. Moi aujourd'hui je suis pas du tout dans ce but là, j'accepte tout le monde, toutes les pensées, je veux seulement une chose, c'est de réunir toutes les personnes qui ont le même but, c'est-à-dire de changer ce monde, de changer cette politique et de créer une nouvelle chose sans chef, sans qui que ce soit. En fait, hein. Parce que moi personnellement, mon chef c'est Dieu, donc on le voit pas, il n'est pas visible, mais il est là. Mais voilà, en tout cas moi mon seul chef c'est Dieu, c'est pas humain. Je vais pas écouter ces gens avec une politique au final qui ne marche pas, hein, on le voit, hein, ils changent les lois toutes les semaines parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, le peuple n'est pas content donc ça ne marche pas, il va falloir changer ça. Donc toi vraiment pour toi, moi dans ce que j'entends, en fait j'entends dans ton mode de vie, dans tes choix aussi, un combat pour la liberté finalement. De toute façon, je me définis comme une combattante, mais juste pour Dieu, pour satisfaire Dieu en fait. Une anarchiste islamiste.